C'est quand même quelqu'un, un être humain, un animal. Ce ne peut pas être un simple accident ou n'importe quoi qui aurait fait ça. Non, il y a une intelligence dans la matière, il y a une intelligence dans l'atome, dans la cellule, il y a une intelligence. Cette intelligence est magnétique et elle est surtout régie par un principe créateur perpétuel qui crée de l'énergie cinétique sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. En ce moment, tous les atomes qui existent sont en création permanente. Donc explique-nous en un mot comment cette énergie magnétique qui est donc l'esprit, vous comprenez à quel point on a raison de dire que l'univers est un champ cosmique, puisque tout l'univers, le tout qui est pourtant nul, qui est pourtant néant, ce tout est une énergie, puisque c'est une dualité de volonté. Deux volontés contraires constituent le tout, constituent la totalité du c'est assez curieux parce donc comment que ça fait la matière, ça? Bon, c'est tout simplement parce que lorsque par exemple vous avez une dualité entre deux efforts, vous avez une force. Vous avez une force qui va dans un sens. Sabotage. T'inquiète pas, c'est le néant. Bon, vous avez une force qui va dans un sens et une autre force contraire qui retient l'inertie du moi, ou ça dépend comment on veut l'appeler. Vous avez une force dans un sens, une force dans l'autre. Oui, la volonté d'unité et la volonté de rester séparés, hein, c'est ça, vous avez compris. Vous suivez là. Et je donne et je reprends, je vais et je viens, etc. Et j'attire et je repousse. Bon, on a déjà ces deux phénomènes d'attraction et de répulsion. Maintenant, l'effet de matière, eh bien, c'est le choc psychologique, ce choc mental entre ces deux énergies qui voudraient et qui ne voudraient pas, qui fait que l'effet de matière se produit à l'endroit justement où se produit cet effet. Or, ça se produit où? En chaque point de l'infini. Tout l'infini est cette matière. Alors, tout l'infini est un ensemble de points, si vous voulez, de points infinitésimaux, mais qui sont qui sont matériels là où on les observe, c'est-à-dire là où on les rencontre cette résistance, ça veut dire que là se situe notre résistance mentale. Partout il y a un point qui est un effet de matière. Alors qu'il y ait 30 grammes d'un côté, 30 grammes de l'autre, c'est la matière absolue. Qu'il y ait 100 kilos d'un côté, 100 kilos de l'autre, c'est toujours la matière absolue. Qu'il y ait 2 grammes ou 1 gramme, c'est pareil. 2 grammes et 2 grammes, c'est toujours pareil. Alors, justement, dans l'énergie magnétique, eh bien, il y a l'attraction et la répulsion. Et on peut dire que dans un aimant, chaque pôle est à la fois attractif et répulsif, et donc possède en lui-même la contrepartie de sa propre existence. Il est à la fois lui-même et son contraire. Il y a deux volontés qui sont opposées l'une à l'autre et qui créent un effet de matière. C'est un aimant, qui est un petit aimant, qui se trouve en chaque point de l'infini, et par conséquent, tout l'infini est un immense champ magnétique. Et ce qui explique notre dualité intérieure entre l'amour et l'égoïsme, entre la volonté de rester soi-même et la volonté d'aller vers l'autre, c'est la même chose. Tout à l'heure, notre ami Léon Gehring nous disait que l'univers, ou plutôt l'infini, était empli, était plein. Mais plein de quoi? Il est plein de non-matière, il est plein de conscience. Il est plein de création mentale de matière, et non pas de matière réelle. C'est une création mentale à chaque point de l'infini est une création mentale. Alors, on peut dire effectivement que le tout est infiniment rempli de cette conscience et de cette matière virtuelle qui n'est pas réelle. Ce n'est pas une matière vraie, c'est une matière virtuelle. Est-ce que tu veux nous expliquer en 2 mots comment ça devient de la vraie matière à partir de... Alors, en résumant, comment naît un atome à partir de cette dualité? D'accord. Eh bien, il va falloir que je prenne non pas un aimant, mais 2 aimants. C'est-à-dire deux particules qui se trouvent à une certaine distance l'un de l'autre. À force de vouloir intégrer en soi l'infini, la conscience, à la sensation de grossir, c'est une sensation. Elle est d'abord plus 1 moins 1, plus 5 moins 5, plus 10 moins 10, plus 50 moins 50. Elle a la sensation de grossir, mais en même temps, elle fait un vide entre l'autre qui en fait autant. Et finalement, lorsque deux se trouvent suffisamment éloignés, alors il se produit un phénomène absolument époustouflant. On peut dire que c'est époustouflant. Je suppose par exemple que j'ai ici 2 aimants et un autre aimant là-bas, voyez-vous. Vous voyez là-bas dans le fond? Vous voyez bien là-bas? Oui, ça va? Bon, alors j'ai 2 aimants. Bon, il faut qu'ils soient à très grande distance l'un de l'autre. Rappelons que ce sont 2 aimants parce qu'ils ont cette dualité en eux, la volonté d'aller vers l'autre et la volonté de s'en séparer. Ils sont attractifs et répulsifs, donc ce sont des aimants. Oui, alors ce sont des aimants justement à cause de ça. Et ce ne sont pas véritablement des aimants, ce sont simplement des fonctions mentales, on peut dire. Alors, vous en avez 2 qui se trouvent ici et là, à très grande distance. D'ailleurs, dans les atomes, les particules sont très éloignées. Dans les systèmes planétaires, les étoiles sont très éloignées avec les planètes. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que lorsqu'elles sont très éloignées, elles s'attirent et se repoussent avec la même force, quelle que soit leur position relative.
Or, quand elles sont à grande distance comme ceci, elles s'attirent et se repoussent, donc elles ne tombent pas, mais elles cherchent à placer, la première chose à faire, les 4 pôles en ligne. Alors, lorsque ce sont des aimants comme ça qui sont sur un même plan, ça se fait dans ce sens-là, mais lorsque ce sont des planètes sphériques, que je suppose sphériques, hein, des étoiles, des planètes, des particules atomiques, eh bien, à ce moment-là, elles ne tournent pas comme ça, mais elles se mettent à tourner en mouvement comme ceci. Voyez-vous, vous suivez le mouvement là? Et il arrive un phénomène assez extraordinaire. C'est que lorsque les 2 aimants se sont placés comme ceci, les 4 pôles, sur un même plan, eh bien, le mouvement va continuer entraîné par la force d'inertie. Pourquoi leur force d'inertie? Parce que grâce à la grande distance qui les sépare, les forces d'inertie sont bien plus importantes que les forces magnétiques. Ce qui fait que les 2 aimants ne vont pas tomber l'un sur l'autre, mais ils vont continuer leur mouvement de rotation. Ils continuent leur rotation entraînée par la force d'inertie. Et alors là, il y a quelque chose j'ai mis 19 ans à le découvrir, c'est pas rien, c'est la dégravitation. Qu'est-ce que c'est que la dégravitation? Alors, nous avons d'abord l'attraction de 2 pôles ici, et l'éloignement simultané de 2 pôles de l'autre côté. Eh bien, ces 2 pôles qui s'éloignent simultanément l'un de l'autre ne s'attirent plus, ou plutôt, ils s'attirent toujours, mais grâce à leur force d'inertie, ils continuent leur mouvement et sans se freiner mutuellement. Alors là, c'est assez curieux parce que vous allez dire, la plupart des savants m'ont dit, oui, mais quand ils vont se mettre comme ça en ligne, ils vont faire ce petit mouvement, et puis ils vont finir par tomber. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que la force d'inertie va les entraîner mutuellement comme ceci. 2 pôles vont se rapprocher, 2 pôles vont s'éloigner, et lorsqu'ils vont se rapprocher, ces 2-là, ils vont commencer leur mouvement d'éloignement, et c'est à partir de là que se produit la dégravitation. Alors qu'est-ce que c'est que la dégravitation? Eh bien, c'est l'éloignement simultané de 2 pôles en attraction, un nord et un sud, qui s'éloignent, bien sûr simultanément, l'un de l'autre, avec des vitesses inversement proportionnelles à leur masse respective. Ça veut dire beaucoup de choses. Bon, ça veut dire simplement que si celui-ci est 2 fois plus petit, il devra s'éloigner 2 fois plus vite. C'est ça. Hein. Mais seulement, en s'éloignant, il se produit un truc assez extraordinaire. C'est que, je vais vous poser le problème suivant. J'ai ici un pôle, supposément un pôle unique, un pôle positif par exemple, et un pôle négatif ici. Bon, je lui donne une pichenette, celui-ci est fixe, et l'autre je lui donne une pichenette, il s'éloigne. Hein? Alors 2 fois plus de chemin, 2 fois plus loin, 4 fois moins d'attraction. Vous êtes d'accord? Hein? 2 fois plus loin, 4 fois moins d'attraction. Et si dans le même temps, pendant que celui-ci s'éloigne de 2 fois plus loin, ici, l'autre en fait autant, 2 fois plus loin, eh bien, ça fait 2 fois plus de chemin, 16 fois moins d'attraction. Et pourtant, ils n'ont fait chacun que la moitié du chemin. Mais, étant donné qu'ils ont fait chacun simultanément le même chemin dans le sens opposé, exactement comme lorsque vous êtes devant un miroir, vous reculez d'1 pas, vous vous retrouvez à 2 pas de l'image, 2 pas, 4 pas de l'image, eh bien là, c'est pareil. Et lorsque vous avez un phénomène d'éloignement simultané de 2 pôles magnétiques, eh bien, ils se dégravitent, c'est-à-dire que vous avez une chute d'attraction telle que vous supprimez non pas l'attraction elle-même, mais le freinage magnétique. Parce que le freinage magnétique est dû au fait justement qu'il y a la présence de celui-ci. Celui-ci présent, l'autre va être freiné par la présence de celui-ci, il va s'éloigner, mais freiné par celui-ci comme tiré par un ressort, il va revenir en arrière. Mais par contre, si les 2 s'éloignent simultanément, ils se libèrent pour l'éternité. Ils se libèrent mutuellement pour l'éternité, c'est-à-dire à vitesse constante uniforme, vitesse 1, vitesse 1, vitesse 1, vitesse 1, V égale 1, V égale 1, etc. C'est assez curieux. Est-ce que vous avez compris? Levez la main ceux qui ont compris. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Il y en a quand même, tout n'est pas perdu. Bon, la dégravitation, c'est simplement lorsque 2 pôles, un pôle nord, un pôle sud, s'éloignent simultanément l'un de l'autre. 2 pôles qui se rapprochent, 2 pôles qui s'éloignent, qui se libèrent. Ces 2 pôles qui se rapprochent tombent l'un vers l'autre, là, il n'y a pas d'histoire, ils s'attirent. Au moment où ils ont dépassé leur ligne, la ligne tangentielle, ils s'éloignent, à ce moment-là, ils se libèrent mutuellement. Ils se libèrent, ils s'attirent, ils se libèrent, ils s'attirent, ils se libèrent, ils s'attirent, ils se libèrent, ils s'attirent. Voyez-vous? Alors, à l'autre côté, c'est pareil. Quand ceux-là tombent, ce sont les autres qui s'éloignent. Quand ceux-ci s'éloignent, ce sont les autres qui tombent l'un vers l'autre. Ce qui fait qu'à chaque demi-tour, nous avons accélération, 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 de plus en plus vite, 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 jusqu'à atteindre des vitesses absolument effarantes. Pourquoi un électron tourne-t-il à 30 000 km par seconde autour d'un noyau? 30 000 km par seconde, alors que c'est une particule, bon, soi-disant matérielle,
ou plutôt maintenant un petit peu spirituel, mais enfin tout au moins matériel jusqu'ici, qui tournerait à 30 000 km par seconde autour d'un noyau, sans aucune raison pour le faire, même si elle venait d'une explosion genre Big Bang, hein, et que ce soit tous les atomes qui fonctionnent de cette manière-là. Non, il y a autre chose. Il y a une intelligence dans la matière. Chaque point de l'infini est un mouvement qui crée sa propre énergie cinétique, et donc c'est un mouvement perpétuel qui produit de l'énergie. Et alors là, on peut expliquer pourquoi tout l'univers existe avec une énergie colossale. C'est que chaque point de l'infini crée sa propre énergie. Ce n'est pas une énergie de base, une énergie initiale qui a lancé le tout, c'est chaque point de l'infini qui crée sa propre énergie et qui va à une vitesse absolument colossale, absolument effarante. Hein? Lorsque vous mesurez un atome, 5 millions d'atomes par millimètre linéaire, hein? Bon, ça se mesure en angstrom, en 10 millionième de millimètre. Eh bien, lorsque vous vous rendez compte qu'un électron peut tourner à 30, 40 000, 50 000 km par seconde autour d'un noyau, non, il y a une raison pour le faire. Et ce n'est pas une raison accidentelle, ce n'est pas un truc comme ça. Non. Alors, ce qui est très curieux, c'est que lorsque l'atome va être créé, c'est-à-dire que l'atome va se construire sur ce modèle, avec des vitesses de plus en plus rapides, Seulement, attention, étant donné que les masses sont des aimants, celle-ci en tournant, qui est peut-être plus grosse que celle-ci, va entraîner celle-ci en mouvement orbital. Autrement dit, par champ magnétique, celle-ci sera entraînée par l'autre. Alors, vous aurez donc une rotation sur axe gyroscopique, deuxièmement, un mouvement orbital. Alors, vous aurez obtenu un phénomène ternaire d'équilibre, c'est-à-dire l'attraction, la répulsion. Deuxièmement, l'harmonie, qui est l'harmonie de l'univers, qui est indispensable pour un univers tel que nous le connaissons. Vous avez trois éléments dans l'atome, l'attraction et la répulsion, la base fondamentale, la dualité fondamentale, deuxièmement l'harmonie, troisièmement le mouvement orbital. Et grâce à cette harmonie et ce mouvement orbital, et l'attraction et la répulsion, vous avez une cohésion qui se produit dans l'atome, c'est-à-dire que si par exemple vous poussez l'électron vers le noyau va reculer, si vous tirez l'électron, le noyau va reculer également, et si vous faites ceci, le noyau fera ça, si vous faites ceci, le noyau fera ça. Il y a une cohésion, un ciment que la science voudrait bien connaître et qu'elle ne connaît pas encore et qu'elle ne peut pas définir. Alors moi je vous l'offre. Et qu'elle connaîtra lorsqu'elle reconnaîtra que toute particule est un aimant complet muni de ces deux pôles magnétiques. C'est une création de mémoire au présent à chaque instant. C'est-à-dire que la matière et l'univers n'est que la création présente d'une mémoire. Et ce n'est rien d'autre. Il n'y a jamais eu de passé, il n'y a aucun avenir. Il y a l'instant présent, il y a le je suis, c'est tout ce qu'il y a. Et ce je suis consiste à s'imaginer qu'on a un passé, parce que ce passé nous permet de justifier nos limites. C'est l'idée que nous avons, c'est la mémoire que nous nous faisons de nous-mêmes, c'est l'idée que nous avons un passé qui justifie notre, mentalement, c'est ça le rôle du mental d'ailleurs, c'est de justifier ça, de justifier notre état limité d'homme matériel. Nous pouvons continuer d'avoir un corps et de vivre un univers matériel parce que mentalement nous nous disons il y a 5 minutes je faisais quelque chose, je viens de quelque part, je vais quelque part. C'est cette idée-là que nous créons à chaque instant qui permet à l'univers de durer et de ressembler à chaque instant à ce qu'il était 5 minutes avant, bien que néanmoins il n'y a jamais eu que le néant. On en rediscutera à d'autres occasions, on fait d'autres conférences, il y a des livres, il y a la fin de l'inconnaissable là qui vous explique tout ça en détail. Donc on peut vous souhaiter un bon appétit et vous dire à tout à l'heure pour écouter le docteur Bernard Quentin qui va nous parler justement de cet esprit créateur d'un point de vue plus concret. Bonne soirée. Bon.